Merci d'être venus nombreux pour cette conférence sur les basses technologies. Je m'appelle Alan Fustek. On va faire la présentation à 3 aujourd'hui. Juste un truc en passant. Comme on est rentré dans ProDurable avec le pass sanitaire, j'ai cru comprendre que le masque n'était pas obligatoire. Donc si vous voulez l'enlever, n'hésitez pas. Quand on enlève le masque, vous savez ce que ça fait, un ergasme. Voilà, donc ça fait du bien. donc nous, on utilise l'humour parce que la situation est grave, voyez-vous. C'est-à-dire qu'en ce moment, tout le monde sait dans cette salle qu'on a des gros problèmes épouvantables sur le plan environnemental. Et donc, face à ces défis environnementaux qu'on ne sait pas très bien résoudre, il y a la possibilité d'être optimiste. Mais si vous êtes optimiste, ça ne permet pas de résoudre le problème. Vous êtes plutôt dans la politique de l'autruche. Si vous êtes pessimiste, vous restez sous la couette parce que vous êtes complètement déprimé. Et donc, qu'est-ce qu'il vous reste ? Il vous reste l'humour. Voilà, allez. Donc, on va vous présenter effectivement l'implémentation des low-tech en entreprise, qui sont une solution très importante pour relever tous les défis environnementaux auxquels nous devons faire face le plus rapidement possible. Voilà, donc je vais commencer par vous dire qui nous sommes très rapidement, et puis ensuite on va venir sur le sujet. Nous sommes le cabinet Goodwill Management. C'est un cabinet que j'ai créé il y a 18 ans, spécialisé dans le développement durable, vous l'auriez deviné, qui promeut de manière très importante les basses technologies pour accélérer, j'ai presque envie de vous dire pour démarrer, la transition écologique. Voilà. Et donc notre mission, c'est aider à créer de la valeur autrement et montrer effectivement que le développement durable crée de la valeur. Et notre leitmotiv, c'est les valeurs créent de la valeur. Voilà. Alors vous voyez, on a des entreprises de toute taille dans notre clientèle, depuis le CAC 40 jusqu'à la PME. Et globalement parlant, on a une activité qui se décompose en 3 parties. Donc, depuis le début, depuis 18 ans, on fait du conseil en responsabilité sociétale des entreprises. Nous avons un gros savoir-faire sur la mesure économique de tout ce qui touche de près ou de loin au développement durable. Qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça rapporte, quels sont les impacts, etc. L'économie du développement durable, c'est un truc très important chez nous. Et puis, considérant que la RSE, au sens le plus classique du terme, était un sujet éminemment important, absolument nécessaire pour les entreprises, mais malheureusement, dans l'état actuel des choses, pas suffisant pour traiter les défis environnementaux. Depuis 4-5 ans, on a mis le paquet sur les basses technologies. Et donc, c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui. Alors, je vais faire une introduction très rapide, justement, sur les sujets qui seraient de nature à nous faire déprimer. La première chose que je vous indique, c'est qu'est-ce qu'on entend par basse technologie. Alors, en fait, la définition n'existe pas en ce moment de façon véritablement officielle. C'est un travail qui est en cours. Nous travaillons sur ce sujet-là pour le compte de l'ADEME. Et on est en train, en ce moment, avec l'ADEME, de donner une définition officielle, tout au moins au niveau français, de ce que l'on appelle low-tech. Pour autant, je vous en donne donc une définition non officielle et approximative. Ce sont des systèmes, c'est-à-dire des objets, des produits, des modes de production, des processus, etc., qui sont premièrement très simples. Dans les basses technologies, on l'imagine, ou dans les low-tech, il faut absolument trouver des façons de réduire la complexité parce que nous sommes dans une économie qui ne cesse de rajouter de la sophistication et de la complexité à la complexité. Donc l'option basse technologie ou low-tech, c'est une option qui consiste à simplifier les choses et à trouver des produits plus simples, des produits utiles en se centrant sur le cœur du besoin, sans tous les gadgets et sans toutes les fioritures, revenir à l'essentiel, et puis qui ont une longue durée de vie, qui sont durables, qui sont soutenables. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut donner aujourd'hui comme définition provisoire des low-tech. Et pourquoi est-ce qu'on invite
toutes les entreprises, tous les gens qui sont dans cette salle, et pourquoi nous nous sommes, nous, engagés sur les low-tech il y a maintenant plusieurs années, eh bien, c'est tout simplement parce qu'on pourra raconter tout ce qu'on voudra, et c'est un peu ce que je disais sur le ton de l'humour en introduction, la transition écologique, au moment où nous parlons, n'a pas encore véritablement commencé. Alors, vous connaissez tous, j'imagine, ce que l'on appelle le jour du dépassement. Le jour du dépassement, c'est le jour où nous avons consommé toutes les ressources que la planète peut nous offrir pour un an. Et en fait, on voit que le jour du dépassement, eh bien, il recule tous les ans un petit peu. Vous voyez ici ce schéma au niveau mondial depuis les années 70. Alors, on a eu un petit mieux avec la crise sanitaire, mais la crise sanitaire n'est pas une condition de fonctionnement normal de nos économies. Et donc, nous avons un vrai problème, c'est-à-dire que, et en France, c'est pareil, hein, en France, le jour du dépassement, il ne se situe pas, comme vous le voyez ici, cette année, le jour du dépassement au niveau mondial, c'était la fin du mois de juillet. En France, c'est au début du mois de mai. Voilà. Hein. Et donc, hors crise sanitaire, on perd des jours tous les ans. Dans les années 60, le jour du dépassement, c'était à la fin du mois de septembre. Et dans les années 55, c'était le 31 décembre. Il faudrait qu'on arrive à retrouver ce niveau-là, bien évidemment, pour le jour du dépassement. Donc, en définitive, la transition écologique, on en parle beaucoup, mais elle n'a pas véritablement commencé. Et nous avons donc besoin de trouver de nouvelles solutions pour enclencher enfin cette transition écologique. Et donc, ça veut dire réapprendre ce que signifie étymologiquement le mot économie, à savoir faire beaucoup avec peu, redevenir ingénieux, réapprendre à inventer de façon frugale, voilà, et non pas rajouter de la sophistication, des gadgets, des tas de trucs qui servent à rien, tout le temps, partout, en créant des besoins en permanence, à grand renfort de publicité, comment dirais-je, lénifiante. Voilà. Hein. Donc le principe, effectivement, des basses technologies, vous l'avez compris. Et puis, pourquoi est-ce qu'il faut s'y intéresser ? Eh bien, parce que nous avons devant nous un défi qui est de plus en plus important. Vous avez vu cet été tous les dômes de chaleur et toutes les inondations un petit peu partout dans le monde. Et donc, je ne dis pas que les low-tech sont la solution, mais par contre, c'est une solution qui nous permet de réduire considérablement l'empreinte environnementale de nos activités humaines. Alors, en définitive, pourquoi ce que nous pouvons dire par ailleurs, c'est qu'en aucun cas, parce que nous sommes en train de parler ici de basse technologie, nous sommes en train de faire le procès des high-tech. Ce n'est pas du tout le sujet. En ce moment, je suis en train de vous parler avec un appareil qui est relativement high-tech, voyez-vous, et je suis en train de projeter des images à l'écran avec un autre appareil qui est très high-tech. Donc l'idée n'est pas de dire les high-tech c'est mal, ce n'est pas du tout notre propos, même si au titre des low-tech on l'entend parfois, c'est simplement de dire nous devons injecter des doses massives de basse technologie, de low-tech dans l'économie pour avoir suffisamment de ressources naturelles pour utiliser les hautes technologies là où elles sont vraiment indispensables. Hein ? Donc, vous voyez ce que je veux dire. Le point est très important. Moi, je suis content d'utiliser Internet, je suis content d'avoir un téléphone portable, et je dis simplement, pour pouvoir utiliser tous ces appareils magnifiques pendant des décennies, il faut arrêter de rajouter de la sophistication absolument partout, là où il n'y en a pas besoin. Or, c'est le propre de nos économies, depuis le début de la société de consommation. Et donc, vous voyez un petit peu par voie de conséquence ce que nous préconisons aux entreprises qui nous demandent de mettre en place des stratégies qui tendent, mettons à 10 ans, vers le statut d'entreprise à impact positif. Attention, il ne faut pas trop jouer avec ce terme d'entreprise à impact positif. Ce n'est pas facile du tout à obtenir. Il vaut mieux effectivement regarder ça à 10 ans. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut se déclarer entreprise à impact positif. C'est une stratégie du Y. Vous voyez cette stratégie du Y, c'est-à-dire que si vous êtes high-tech à fond, ben là, vous allez dans le mur en klaxonnant et plus vite que vous ne croyez. Si vous êtes low-tech à fond, ben vous êtes amiche. Et ce n'est pas le but de la manœuvre non plus de repartir des siècles en arrière en termes de confort.
Et donc, il y a une juste voie du milieu à trouver dans laquelle les low-tech vont jouent un rôle absolument central. Alors, concrètement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à ces histoires de low-tech ? Eh bien, ça progresse assez fortement. Ça progresse assez fortement et la communauté des gens qui s'intéressent au low-tech est de plus en plus importante partout en France et dans le monde. Dans le cadre d'une mission dont on va vous parler un tout petit peu après, que nous réalisons, enfin on en réalise plusieurs sur le sujet et notamment avec l'ADEME, on a recensé, je crois en France, à peu près 600 acteurs qui travaillent sur ce sujet. Donc vous voyez que ça commence à devenir significatif. Et des entreprises qui mettent en place, pour les raisons précédemment évoquées, les low-tech sont de plus en plus nombreuses. Voilà. Nous avons par exemple en France, sans chercher à être exhaustif, le Low-Tech Lab qui doit être dans la salle, je pense. Salut les amis. Voilà. Nous avons créé, il y a en France une école de techniciens low-tech, l'Atelier Paysan, qui est une association qui existe depuis très longtemps et qui fait de l'agriculture low-tech, etc., etc. Goodwill, pour ne pas nous citer de nouveau, très engagé là-dedans. Voilà. Et en fait, si vous voulez, l'un des gros défis qu'on a aujourd'hui, si on veut véritablement que les low-tech nous permettent d'enrayer les dérèglements environnementaux, alors il y a le réchauffement climatique, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il y a les problèmes d'eau, il y a les problèmes de biodiversité, etc., etc., les problèmes de rareté de la matière première, enfin bref. Il faut absolument que les low-tech arrivent à se déployer de manière très importante dans l'économie de tous les jours. Voilà, il faut démocratiser les low-tech. Aujourd'hui, beaucoup de low-tech sont effectivement des solutions do-it-yourself. Et bien évidemment, ce qu'il faut, c'est que ça rentre dans les foyers, dans la vie de tous les jours, dans les entreprises. Et c'est là-dessus qu'on bosse chez Goodwill. C'est le défi qu'on a décidé de relever. Ce n'est pas facile. Et on va vous montrer un petit peu des retours d'expérience. Voilà. Alors, effectivement, retour d'expérience, on va y venir dans un instant, pour bien vous montrer que le train est en marche, même si nous sommes encore en phase de démarrage et si l'essentiel du déploiement des low-tech est devant nous. Et donc, on va vous montrer effectivement toute une série d'exemples de low-tech implémentés en entreprise. En entreprise, j'insiste, donc dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours. Et puis, c'est un travail qu'on fait en collaboration avec le Low-Tech Lab d'ailleurs. Et vous allez voir effectivement que ça y est, ça commence à devenir significatif. Il y a plein de possibilités. C'est l'objectif de cette présentation. Alors, pour faire rentrer les low-tech en entreprise, et je terminerai là-dessus, puis après je passerai la parole à Lorraine Moiroux, qui est manager chez Goodwill Management et qui conduit les missions low-tech, enfin certaines de nos missions low-tech, et qui va vous parler effectivement d'expériences concrètes vécues. Je vous donne quelques éléments sur finalement de la méthodologie associée à la mise en place des low-tech. La première chose, c'est qu'il faut apprendre à compter autrement. Donc, accompagner le déploiement des low-tech dans l'économie s'accompagne d'un système de comptabilité qui évolue, où on va mesurer tous les impacts. On appelle ça de la comptabilité en triple capital, c'est-à-dire des mesures d'impact économiques, sociaux et environnementaux. C'est très important. Pourquoi ? Pour simplement mesurer, grâce au low-tech notamment, pas seulement, mais grâce au low-tech, le chemin parcouru en matière de réduction des impacts. Nous avons une méthodologie qui est parfaitement au point là-dessus. On l'utilise dans plein d'entreprises. Et juste, sans rentrer trop dans les détails parce que je serai trop long, vous voyez qu'il y a un rapport magique sur lequel on travaille beaucoup et que l'on cherche à optimiser en permanence dans nos missions, qui s'appelle le rapport PNS de productivité naturelle et sociale. Et ce rapport, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que finalement, la création de richesse, c'est de la maximisation de valeur sociale créée. Croyez-moi sur parole, je n'ai pas le temps de démontrer, ça se mesure en euros. Voilà. Sur le minimum de capital naturel employé, pareil, je n'ai pas le temps de démontrer, ça se mesure aussi en euros. Voilà. Et donc l'idée, pour rentrer dans une économie vraiment soutenable, c'est premièrement de fixer le dénominateur de sorte qu'on rentre dans les limites planétaires,
et ensuite de chercher par tous les moyens possibles et imaginables à maximiser le numérateur. Ensuite, sur le plan de la méthodologie pour dénicher et mettre en œuvre des low-tech, il y a tout un bazar de trucs à faire, vous imaginez bien. On va vous en parler seulement un petit peu. Mais si je devais insister sur un élément méthodologique majeur, c'est que, contrairement à ce qu'on fait dans des démarches d'éco-conception classiques, et nous sommes rompus à ça aussi chez Goodwill Management, quand vous commencez à concevoir ou à réinventer un produit low-tech, première étape, vous remettez en cause les besoins. Voilà. C'est-à-dire, dans un produit, il y a des fonctions absolument incontournables, il y a des fonctions utiles, puis il y a des fonctions gadgets. Premièrement, je vire tout ce qui est gadget. Deuxièmement, l'utile, peut-être que je peux arbitrer en disant j'en fais un peu moins. C'est comme ça qu'on arrive à construire un produit low-tech. Donc, un des piliers méthodologiques de l'approche low-tech, c'est la remise en cause du besoin. Et puis, le dernier point, et je passe la parole à Lorraine, c'est que, j'insiste lourdement là-dessus, de notre point de vue tout au moins, le low-tech, ce n'est pas une religion. C'est-à-dire que quand vous faites un calcul PNS, comme vous voyez en haut, valeur sociale créée sur capital naturel employé, exprimé en euros, si la solution high-tech elle est meilleure que la solution low-tech, vous faites quoi ? Vous prenez la solution high-tech, bien sûr. Voilà. C'est simplement que l'expérience montre que parce que vous mettez en place une méthodologie low-tech pour implémenter ou pour concevoir des produits low-tech, dans un grand nombre de cas, dans la majorité des cas, vous avez le rapport PNS qui s'améliore. Voilà. Donc, j'en dis pas plus. Voilà un peu le leitmotiv que nous avons aujourd'hui chez Goodwill. Et puis, Lorraine va vous présenter tout ça en détail avec des exemples concrets. À toi. Merci Alan. Bon, je pense qu'il m'a déjà un petit peu présenté. Je suis Lorraine Moiroux, je suis manager chez Goodwill Management et je m'occupe en particulier des thématiques économie circulaire et low-tech. Et j'ai notamment travaillé sur un super projet qui a été financé par l'ADEME Île-de-France en partie, dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt vers une innovation low-tech en Île-de-France. Dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt, nous, on a proposé de mener une expérience auprès de 10 organisations. Alors là, on est là pour vous parler des entreprises. On avait aussi une association et une mairie dans le panel. Et donc, il y avait des tailles différentes qui étaient dans des secteurs d'activité différentes. Elles sont présentées ici. Et pour voir si on était capable de travailler avec eux vers une vision plus low-tech de leur entreprise. Donc on n'a pas retravaillé le business model, ce n'était pas l'objet de l'expérimentation, mais on a travaillé sur repenser des solutions, essayer de les faire rentrer. Et surtout, ce qui était extrêmement important, c'était de noter tous les freins. Toutes les choses qui faisaient que c'était pas possible et toutes les choses qui faisaient que c'était aussi génial et ce qui nous a permis de publier à la fois, elles sont sur notre site internet si vous voulez aller y jeter un coup d'œil, un livre blanc des solutions de comment intégrer les low-tech dans les organisations, mais également des fiches solutions sur chacune des entreprises, enfin des organisations accompagnées. Et donc cette étude, elle a été réalisée en partenariat avec le Low-Tech Lab et financée par l'ADEME Île-de-France. Hop. Alors des exemples de low-tech qu'on a pu voir en entreprise, parce qu'avant d'essayer de proposer des solutions, on a essayé de se renseigner un peu pour voir quelles étaient les solutions qui existaient déjà, pour pouvoir essayer de s'inspirer de l'existant. Un exemple qu'on aime bien citer, c'est l'exemple d'Arnaud Créteau de Néoloco, qui est la première boulangerie solaire en Europe, qui a une activité de boulangerie et de torréfaction à partir de fours solaires, qui est en Normandie. Donc ça voilà, un exemple d'entreprise low-tech. C'est vraiment l'entreprise qui est construite autour de la low-tech. D'autres exemples beaucoup plus simples de low-tech qu'on peut introduire en entreprise, c'est l'utilisation de réflecteurs solaires pour améliorer la luminosité de la pièce et limiter l'utilisation d'électricité. Attention aux effets rebonds, je pense qu'on l'a vu sur toutes les questions d'optimisation énergétique des bâtiments. Quand parfois on a des meilleures conditions, on a tendance à plus consommer ailleurs. Et aussi attention aux matériaux qu'on utilise pour faire ça. Produire un miroir, ça peut parfois être un petit peu plus impactant que l'électricité économisée. Donc on peut utiliser des films pour ça, on peut utiliser de la récupération de miroirs industriels. Donc voilà, attention aux solutions qui paraissent simples,
et qui parfois amènent un petit peu plus de complexité dans leur fabrication, dans leur chaîne que ce qu'on peut penser. D'autres solutions directement en vente qui existent dans le commerce. Le premier exemple sur la gauche, c'est un exemple que j'ai trouvé sur le site de Leroy Merlin, qui est en vente, que j'ai même déjà vu chez des particuliers, qui est un système de toilette lavabo, où l'eau qui nous sert à se laver les mains, elle remplit directement le réservoir de la cuvette des toilettes. Donc ça, c'est un exemple courant qu'on peut installer dès demain. C'est quelque part une low-tech, puisqu'elle introduit moins de complexité. Et l'exemple sur la droite, c'est un système de refroidissement adiabatique. Donc pour les plus low-tech de cette salle, c'est le même principe que le Zirpot ou le frigo du désert. C'est on va utiliser, au lieu d'utiliser un fluide réfrigérant, on va utiliser l'eau comme fluide réfrigérant. Et en s'évaporant, elle l'utilise, elle consomme de l'énergie, ce qui permet de rafraîchir le système. Et il y a des systèmes de climatisation adiabatique qui existent aujourd'hui dans le commerce, qui sont même déjà utilisés. Donc voilà, plutôt dans des conditions d'air sec et chaud, mais à partir de 30 degrés, ça s'utilise bien, même sur nos climats. Une autre solution low-tech que vous avez peut-être déjà vu passer en région parisienne, c'est tout ce qui va être autour de la cyclo-logistique. Donc ça, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'effectivement, c'est moins polluant, moins bruyant, éventuellement plus rapide que les camionnettes. Mais aujourd'hui, on sait que le dernier kilomètre, c'est un vrai enjeu en termes de logistique urbaine. Notamment, j'ai trouvé quelques chiffres publiés par le comité d'analyse stratégique du marché international de Rungis, qui dit que le dernier kilomètre, c'est 20% du trafic urbain, 30% de la voirie occupée, et 25% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un sujet dont on peut se saisir, dont on commence à se saisir au quotidien, puisqu'on commence à en voir un petit peu. Donc ça, c'est des exemples qui ont marché, et je voudrais aussi vous présenter un exemple qui n'a pas marché. Enfin, qui n'a pas marché, puisqu'il a fonctionné. On était venu vous le présenter l'année dernière également, sur la conférence low-tech de ProDurable, ceux qui avaient été dans le coin. C'est la solution de l'increvable, qui était un système de machine à laver réparable quasiment à l'infini, donc très durable, avec peu de fonctionnalités, des pièces détachées disponibles à vie, une réparation qui était possible de faire soi-même. Et malheureusement, ce projet n'a pas pu voir le jour. Il a été arrêté en 2020, l'année dernière, faute de partenaires industriels et financiers pour permettre la commercialisation et le déploiement. Nous, c'est des exemples qu'on veut absolument étudier. Pourquoi? On veut essayer d'éviter le biais du survivant. On ne veut pas regarder tous ceux qui ont marché, mais on veut aussi voir ceux qui n'ont pas marché, pour savoir pourquoi ça a été le cas et est-ce qu'on peut travailler pour aider ces solutions à aller au bout. Pour autant, il y avait quand même beaucoup de gens qui s'étaient manifestés comme étant intéressés par ce type de solution. Donc ça, c'est des exemples de solutions qu'on a pu documenter ou même qui ont été proposées dans le cadre des accompagnements. Et je vous présente juste un petit exemple. Alors, je n'ai pas le temps de vous en dire beaucoup. Un exemple de solution, alors je n'ai pas détaillé, vous trouverez plus d'informations dans les fiches. Un exemple de solution low-tech sur le volet mobilité qu'on a proposé au Campanile du Bourget, qui est une organisation qui fait partie du Louvre Hôtel Group, sur lequel on avait expérimenté un certain nombre de solutions low-tech pour l'hôtellerie. Et notamment, on avait travaillé sur des options de taxi-vélo, puisqu'ils avaient actuellement à Vannes, pour rejoindre l'aéroport, et des options de rapprochement domicile-travail à l'échelle du groupe pour limiter les déplacements, comme il y a des postes équivalents dans différents hôtels, pouvoir faire un schéma de travail à proximité des domiciles des salariés. Donc ça, c'était des solutions low-tech qu'on leur avait proposées. Et il y en a d'autres qui portent plus sur leur cœur de métier spécifique. Alors, il y a un petit peu des points communs entre toutes les solutions que je vous ai présentées, au moins sur celles qui ont fonctionné. Et c'est comme ça qu'on a fonctionné, nous aussi, pour proposer des solutions. On a identifié qu'il y avait des conditions. C'était dans le cadre de l'expérimentation. Chaque fois qu'on proposait une solution low-tech, on demandait « est-ce que ça vous semble réalisable? Sinon, pourquoi? Si oui, pourquoi ?» pour essayer d'isoler des critères. Donc, on a identifié 6 critères de succès pour
le déploiement des low-tech en entreprise. C'était déjà que les solutions low-tech qu'on propose, comme celles que je vous ai proposées notamment chez Leroy Merlin, il faut qu'elles respectent les exigences réglementaires. Pour faire partie du monde économique, en tout cas, c'est quelque chose sur lequel ça paraît évident comme ça, mais pas toutes les low-tech sont reconnues comme respectant les exigences réglementaires, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne les respectent pas toutes. Ensuite, il faut que ça ne fasse pas trop perdre de temps au personnel. Une low-tech qui va demander 5 fois plus de temps pour son utilisation au quotidien dans une entreprise, elle ne passera pas. Si voilà, on change les systèmes et que la chaîne de production est beaucoup plus longue et impacte trop la productivité et la performance de l'entreprise, ça ne fonctionnera pas non plus. Il faut aussi qu'on ait une fiabilité opérationnelle. Vraiment, voilà, si la machine tombe en panne, qu'on soit en capacité de trouver un réparateur qui est éventuellement un système de suivi, de SAV ou un réseau de réparateurs qui connaissent ces systèmes. L'avantage, c'est comme ils sont relativement simples, la plupart du temps, pas trop de mal à trouver des personnes pour assurer la vérification, le maintien en conditions opérationnelles sur toute la durée de vie. Après, il faut que ce soit aussi acceptable socialement. Ça nous est arrivé une ou deux fois. Il ne faut pas que la solution elle soit perçue comme dévalorisante pour les usagers. Je ne parle pas acceptable de remise en question du besoin, mais vraiment considérée comme dévalorisante pour les usagers. Voilà, trop rustique, trop démodé. Il y a un vrai travail à faire sur la désirabilité des solutions qu'on propose. Ensuite, évidemment, le respect de la sécurité des personnes, ça c'est indispensable en entreprise, à la maison aussi, c'est mieux quand même. Et dernier point, le prix. Donc le prix, j'ai pas dit le coût à court terme, mais le prix, l'impact financier sur l'ensemble de la durée de vie de l'équipement, c'est assez important. Donc ça, c'était un peu les conditions qu'on a identifiées dans le cadre de cette expérimentation comme nécessaires à minima pour faire rentrer les low-tech dans le monde économique, donc entreprise, organisation, au sens un petit peu large. Maintenant, il va falloir qu'on accélère un petit peu, pas dans la présentation, mais dans le déploiement de ces solutions. Dans la présentation aussi, mais bon, ça devrait aller. On a identifié des freins et notamment un certain nombre de grosses barrières pour le déploiement massif de ces solutions. Alors, il y en a certains qui sont internes à l'entreprise, qui sont vraiment liés aux objectifs et au mode de fonctionnement de celle-ci. Et il y en a aussi qui sont externes, donc ça va être vraiment réglementation, sécurité et interopérabilité logistique. Et un exemple juste que je peux vous donner pour illustrer ça, vous le retrouvez notamment dans la fiche solution de Corellis, qui était une entreprise du numérique, c'est les solutions informatiques low-tech. Alors les solutions informatiques low-tech, la plupart de celles qu'on a pu trouver, elles sont compatibles avec un système d'exploitation Linux. Donc un système d'exploitation Linux, ça rend pas leur mise en place techniquement plus complexe, mais ça génère parfois une incompatibilité avec les systèmes d'archives existants, avec les systèmes déjà existants au sein de l'entreprise. Donc, parce que les entreprises utilisent plus souvent iOS ou Windows que Linux aujourd'hui. Donc les systèmes existants, en tout cas le branchement avec les systèmes existants n'est pas toujours super évident. Et en fait, c'est vraiment le même fonctionnement que quand on investit dans un actif très carboné, une immobilisation très carbonée. On va verrouiller notre impact carbone sur les années suivantes, comme une immobilisation de notre impact carboné, et on ne verra plus les petites actions qu'on met en place au quotidien. C'est la même chose avec les systèmes high-tech. Quand on investit massivement dans des systèmes high-tech, on réduit la compatibilité avec des petits systèmes low-tech qu'on pourrait ajouter au quotidien. Donc il y a vraiment un effet d'inertie, comme l'inertie carbone des immobilisations, d'inertie des systèmes high-tech pour aller vers plus de low-tech. Et pour finir, nous, ce qui nous semble important, c'est déjà de reproduire ces expérimentations pour notamment à des échelles peut-être plus sectorielles, avoir des accompagnements d'entreprises du numérique qui travaillent ensemble, avoir des entreprises qui puissent échanger sur leurs problématiques et aller plus loin. C'était un premier pas à cette expérimentation et on espère vraiment que ça va être dupliqué. Ensuite, il va falloir travailler sur le volet réglementaire. Il va falloir qu'on arrive à faire reconnaître ces solutions low-tech d'un point de vue réglementaire.
Parfois, on a des problématiques d'assurance de certaines solutions low-tech. Elle ne rentre pas forcément toujours dans toutes les cases, donc il y a vraiment un gros travail à faire. Je pense au secteur de l'habitat, de l'architecture, qui a parfois des normes qui ne sont pas toujours compatibles avec des systèmes low-tech. Donc il va falloir réussir à trouver le bon point d'accroche entre réglementation et low-tech. Ensuite, il faut aider au déploiement de ces solutions, ce qui a manqué à l'increvable. Donc des moyens d'appui financiers et en nature pour le déploiement de solutions, donc la R&D, mais aussi la constitution d'entreprises autour des low-tech. Et aussi, il va vraiment falloir qu'on continue à communiquer, c'est pour ça qu'on est là en particulier. C'est créer ce qu'on appelle des nouveaux imaginaires. Il va falloir qu'on arrive à rendre les low-tech cool et désirables pour que les gens aient envie d'y aller. Il faut qu'on rende cette image désirable pour le futur, dire c'est vers ça qu'on veut aller, c'est ça qu'il faut faire et c'est positif pour l'image de l'entreprise, pour l'acceptabilité sociale et ça passe aussi par ça. Voilà pour ma partie un petit peu retour d'expérience et pour continuer vers vraiment la partie expérience, on a invité Anaïs Casbach de l'Uni et pour nous raconter un petit peu sa perception de l'étude de l'accompagnement des organisations low-tech, comment elle a vécu et ses futurs projets. Du coup, Anaïs, je veux bien que tu représentes ton activité, s'il te plaît, pour les gens qui ne connaîtraient pas la Fabrique à Histoire. Merci Lorraine. Ah, je sais pas si ça marche. Si. Ah bon? Ouais. Ah oui. Bah oui. Très bien. Donc l'Uni, c'est une jeune entreprise qui a été consciente des effets de la surexposition aux écrans, qui dans le même temps est convaincue par la force de l'imaginaire. On a choisi de se spécialiser en fiction audio pour le développement cognitif des petits et des grands. Notre objectif, c'est d'offrir un univers d'exploratoire audio pour apprendre à se connaître, à prendre soin de soi et à favoriser le partage. Et dans ce cadre, on a créé ce produit qui s'appelle donc la Fabrique à Histoire. C'est notre produit phare, on n'en a pas beaucoup. Et il permet aux enfants de 3-8 ans de composer en toute autonomie des histoires en choisissant différents éléments à travers un système d'arborescence. Donc en général, un personnage principal, un lieu, un objet, et l'histoire est lancée. Cette conteuse interactive, elle peut accompagner l'enfant au quotidien, elle n'a pas d'écran, pas d'onde, et depuis octobre 2020, on est contente de l'avoir d'avoir relocalisé la production en France. On fête les 5 ans de la Fabrique à Histoire cette année, on va arriver à peu près à 1 million de ventes depuis la commercialisation en 2016, et notre catalogue d'histoires, donc des créations originales qui sont faites avec des auteurs et des autrices jeunesse du monde entier, on arrive à peu près 120 albums en français et 89 en langue étrangère. Voilà pour l'activité. Et pourquoi vous avez accepté de participer à cet accompagnement sur les low-tech? Eh ben, on a fait mieux qu'accepter. En fait, on a candidaté de manière spontanée quand on a vu passer l'appel à candidature de Goodwill Management parce que le sujet nous semblait super intéressant. Sans parler de low-tech, l'approche design de ma Fabrique à Histoire, elle repose entre autres sur sa simplicité. Vous voyez, c'est un bloc de molettes, 3 boutons, pas plus, il n'y a pas de gadget, ça fonctionne en autonomie. Quand elle est achetée, l'enfant peut l'utiliser, il y a déjà un album d'histoire à l'intérieur. Et du coup, l'approche de simplicité des low-tech nous parlait, on avait envie un peu de creuser la question. On pourrait presque dire que comme les low-tech se sont construits un petit peu en opposition en quelque sorte au high-tech, la Fabrique à Histoire, le concept, il a été construit en opposition aux écrans ou plus précisément à la surexposition aux écrans et à ses conséquences. Ça, c'est la première chose. Plus concrètement, quand on a choisi de relocaliser la production en France, on a choisi d'accompagner cette relocalisation par une démarche d'éco-conception. On a trouvé que cette démarche était non seulement intéressante, mais aussi nécessaire, et on a décidé de la pousser en fait, à la fois dans nos produits, qu'ils soient tangibles ou intangibles, mais aussi à l'échelle de l'entreprise. Alors l'accompagnement low-tech, ça permettait d'enrichir cette démarche avec une approche qui était voisine, mais un peu proche quand même, et qui nous permettait d'avoir cette vision un peu globale justement au niveau de cette démarche. Et puis bon, on avait déjà travaillé avec Goodwill Management, donc on était plutôt convaincus de la qualité de l'accompagnement qu'on allait avoir. Et puis surtout, si le sujet était intéressant et qu'en fin de compte, ça permettait de créer des outils pour permettre à d'autres entreprises, d'autres organisations d'avancer sur cette voie-là, pour nous, il n'y avait pas de raison d'hésiter, quoi.
Merci. Et qu'est-ce que ça vous a apporté chez l'Uni, cet accompagnement? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans ce cadre-là? En termes de réflexion, nous, on avait beaucoup entendu parler du concept des conceptions à l'échelle d'une entreprise, par exemple, mais bon, l'idée nous séduisait, mais sans forcément savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière. Et du coup, le travail de déconstruction par les différentes fonctions d'entreprise, ça nous a permis de nous poser des questions sur l'organisation. Donc ça, c'était super intéressant. D'autant qu'on est une entreprise complète, on développe nos projets, nos idées en autonomie. Donc on a toute une flopée de métiers, marketing, ressources humaines, édition, R&D, etc. Quasiment tout est en interne. Et du coup, cette déconstruction était très intéressante pour nous et on espère qu'on va pouvoir continuer à la faire fructifier. En termes de les échanges et les propositions, elles ont aussi enrichi nos différentes pistes de développement. Enfin, voilà, notre produit, on a fait une nouvelle version en quelque sorte pour la relocalisation, mais bien sûr qu'on continue à l'améliorer au quotidien. Et ça nous permettait d'avoir d'autres pistes de réflexion. Et ça a aussi confirmé certaines qu'on avait déjà, à la fois au niveau du produit, mais aussi au niveau de l'organisation de nos locaux, parce qu'on a déménagé pendant l'accompagnement, et aussi de notre gestion IT en fait, en interne. On n'a pas encore bien consulté les fiches du livre blanc, mais on a hâte de le faire, parce qu'on est persuadé qu'on aura des idées d'amélioration pour toute l'entreprise, enfin, les différentes fonctions, que ça va certainement conforter des choses qu'on met en place depuis ces dernières années, et puis que, de manière plus générale, le lancement de cette expérimentation, elle confirme l'intérêt qui existe pour ce sujet. Et donc le fait qu'on se lance sur ces sujets-là alors qu'on est une entreprise relativement jeune, ça montre bien qu'on a raison de lui accorder cette place, en quelque sorte. En termes de difficultés, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, certaines propositions, elles ne sont pas applicables à l'heure actuelle, ou elles ne sont pas adaptées à la spécificité du produit et de son usage. Ça pose cette question de trouver un juste milieu entre le besoin exprimé et l'impact rendu, et l'impact environnemental du service rendu. Ça marche. Et dernière question, et après on pourra passer aux questions de la salle. C'est quoi vos ambitions pour la suite, vos prochains projets? Pour la suite, comme je disais, on étudie très sérieusement certaines des propositions. Leur réalisation, elle ne dépend pas que de nous, mais on est déterminé à travailler avec nos différentes parties prenantes pour creuser ce chemin. Au niveau de l'entreprise, on s'est fixé un objectif de produits éco-conçus jusqu'en 2025. Donc on va continuer à creuser cette voie également. Et encore une fois, on est convaincu que c'est une réflexion qui est à la fois nécessaire et stratégique pour une entreprise qui fait en plus de l'électronique à l'heure actuelle. Merci beaucoup Anaïs. Merci. Je vous propose qu'on puisse prendre quelques questions. On a encore un tout petit peu de temps pour quelques questions de la salle, s'il y en a. Oui. Alors je ne sais pas si on fait passer les micros, comment ça se passe. Ah, on a... Bonjour et merci et bravo pour l'Uni, la Fabrica Histoire, c'est super, j'en ai offert à tous mes neveux. Ma question, c'est si vous avez des exemples de technologies low-tech que vous utilisez au quotidien, que ce soit au cabinet ou bien chez l'Uni, que vous mettez en place au quotidien et que des entreprises qui sont dans des bureaux, des immeubles de bureaux ici à Paris pourraient utiliser aussi au quotidien. Merci. Alors des exemples, on en a pas mal et là-dessus, je vous invite, on a travaillé sur différents périmètres avec les différentes entreprises qu'on a accompagnées et on a notamment accompagné l'entreprise Baker Tilly Strego sur plus de low-tech au sein de ses aménagements de bureaux. Du coup, faire de la low-tech, ça peut être mettre en place des systèmes, mais ça peut aussi aller vers plus de simplicité dans les matériaux employés, dans l'électronique qu'on emploie, dans la suppression des poubelles où quand on passe la main, elles s'ouvrent comme ça. Ça, c'est déjà avoir une démarche low-tech. Supprimer, par exemple, les écrans d'affichage, des choses comme ça. Donc, c'est pas forcément un objet, c'est se poser aussi la question de l'utilité de ce qu'on a déjà. Et notamment, eux, ils avaient un gros impact environnemental. On a procédé par impact environnemental fort. Et ils avaient un impact environnemental fort sur leur aménagement. Donc, réaménagement, utilisation des moquettes, utilisation de mobilier. Donc, on a travaillé sur
des mobiliers et de l'aménagement plus simples, avec des matériaux moins transformés, pour aller vers moins de tech dans le process de fabrication de ce qu'allait se retrouver au quotidien dans leur entreprise. Alan, Oui, j'apporte une petite précision, c'est que Baker Tilly Strego, la société pour laquelle on a fait ça, c'est la maison mère de Goodwill. Et le siège dont parle Lorraine, c'est l'endroit où nous sommes. Donc en fait, ce sont nos low-tech à nous aussi. Vous avez insisté sur le besoin de mettre en œuvre de nouvelles pratiques d'évaluation de mesures. Et vous avez évoqué que le capital naturel employé était évalué dans le respect des limites planétaires. Comment est-ce que vous opérationnalisez ça ? Comment est-ce que vous opérationnalisez en particulier la garantie que ça rentre dans les limites planétaires ? Alors en fait, j'ai pas été jusque-là exactement. La comptabilité en triple capital, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis maintenant longtemps. On a fait des tas et des tas de mesures sur ce sujet-là pour un très grand nombre d'entreprises. Je vais en citer quelques-unes en rafale pour montrer que c'est du concret. Des entreprises comme Colas, comme Pôle emploi, comme la Banque de France, etc. Et donc on produit des bilans environnementaux, d'impact environnementaux exprimés en euros, avec là derrière la mesure des impacts carbone, polluants atmosphériques hors carbone, artificialisation des sols et impact sur la biodiversité, eau, pollution, consommation d'eau, pollution de l'eau, matières premières et déchets. Voilà. Et donc on produit des résultats en euros. Sur la question des limites planétaires, si nous sommes sur... alors, il faut savoir que ce sont des travaux qui existent aujourd'hui. Vous avez, par exemple, l'Institut de la résilience de l'Université de Stockholm qui a publié effectivement 9 limites planétaires. Vous avez des travaux sur ce sujet-là qui sont également faits à l'Université de Lausanne. Et donc on a des limites planétaires aujourd'hui qui sont exprimées au niveau mondial et qui sont aussi exprimées au niveau des pays. Voilà. Le travail que nous faisons, et c'est pour ça qu'on n'est pas tout à fait encore au stade où on peut l'exprimer à l'échelle d'une entreprise, c'est de convertir ces limites planétaires que nous avons par pays pour ce qui concerne une entreprise. Alors on est en R&D très avancé là-dessus. Je pense que début 2022, on sera au point. Et donc aujourd'hui, en termes de limites planétaires, on a une limite planétaire qui est bien identifiée, que tout le monde connaît. Hein, c'est effectivement l'empreinte carbone, puisque je pense que tout le monde le sait ici. Hein, un Français moyen émet 11 tonnes de carbone tous les ans. Et puis, pour atteindre la neutralité carbone, ou l'innocuité carbone plus exactement, il faut qu'on arrive à 2 tonnes. Voilà. Et donc là, la limite planétaire, on l'a. Sur les autres sujets, comme l'eau, la biodiversité, etc., le travail de ramener les limites planétaires qui sont connues à l'échelle d'une entreprise, il n'est pas tout à fait finalisé. Et donc, c'est un travail sur lequel nous sommes en cours en ce moment. La low-tech, ça invite à plus de frugalité, usage, matériaux, etc. Dans quelle mesure biomimétisme, ça constitue une inspiration ? Enfin, est-ce que l'intégrer, ce type de démarche aussi Oui, bien sûr. Alors, vous savez, il y a plein de sujets en fait qui sont interdépendants ou qui sont très proches les uns des autres. Vous avez l'éco-conception, vous avez le biomimétisme, vous avez le recyclage, etc., etc. Tout ça, ce sont des concepts qui sont proches les uns des autres. Il peut y avoir une forte dimension de biomimétisme dans les low-tech. Et puis, dans d'autres cas de figure, il peut y avoir effectivement des low-tech dans lesquels il n'y a absolument pas de biomimétisme. Vous voyez ? Donc, ce sont des sujets qui sont très, très voisins, très en synergie. Mais il y a une différence entre les deux, au motif que vous pouvez très bien concevoir une low-tech, tout simplement en simplifiant, comme on était en train d'en parler pour la machine à histoire, en simplifiant un objet existant et en cherchant par tous les moyens de réduire sa complexité et réduire son empreinte environnementale, alors qu'il n'y a pas de biomimétisme du tout. Voilà. Donc les deux sont en synergie. Ouais. Bon, effectivement, la part réglementation est extrêmement importante. De mon côté, moi, je fais partie du Shift Project, pour être précis, Shifter. Donc, notamment, je me travaille sur la partie plaidoyer, sur la loi climat et résilience.
Et donc, on a vraiment mis en place, on a créé un certain nombre d'amendements, on les a envoyés aux députés, il y en a un qui a été adopté. Je voulais savoir si vous avez ces mêmes types de démarches, vous travaillez avec des associations ou d'autres, justement, pour faire passer cette réglementation et faire évoluer sur la loi, peut-être pas pour la loi climat là, mais on verra ce qui se passera dans un an. Est-ce que vous avez ce type d'activité ou vous travaillez avec d'autres associations là-dessus ? Alors, pas encore, mais en ce moment même, pour l'ADEME, on mène une étude d'état des lieux, des perspectives des démarches low-tech en France et dans le monde, et où notamment on interroge un certain nombre de professionnels et non professionnels d'ailleurs, une trentaine de personnes pour avoir leur retour sur ce qui bloque aujourd'hui. Et du coup, on doit en produire une synthèse. Le rapport sera diffusé en début d'année 2022. Peut-être une ou deux questions rapidement. Donc vous avez parlé des exemples type la poubelle où on passe la main, etc. Est-ce que vous avez des exemples aussi plus larges, on va dire, sur les produits ou les services d'une entreprise, d'une organisation qui a retravaillé complètement, typiquement, je ne sais pas moi, les stations de ski qui se projettent en se disant voilà, dans 20 ans, qu'est-ce qu'on va devenir ? Est-ce qu'il y a une démarche plus globale sur produits, services, voire carrément l'offre de services d'une organisation ou d'une entreprise? Alors ça, c'est un sujet sur lequel on n'a pas travaillé directement. C'est plus proche de l'initiative Closing Words qui a été menée par Alexandre Monin et toute l'équipe de Clermont-Ferrand. Nous, on n'a pas retravaillé sur cette partie-là. On n'a pas remis en question le business model et la pérennité du business model à long terme. Ce n'était pas l'objectif de l'accompagnement. C'était vraiment à court terme. Il faut qu'on agisse très très vite sur ces sujets-là. Comment on peut tout de suite faire rentrer d'un point de vue technique et opérationnel les low-tech dans les entreprises, pas remettre en question la viabilité et la raison d'être au vu des contraintes planétaires à long terme. Peut-être une dernière petite question et après on va se faire expulser de la salle à mon avis. Oui. Monsieur a le micro. Oui, bonjour René Pascal, je fais partie de ceux qui suivent, je suis retraité du secteur bancaire et donc je suis depuis plusieurs années tout ce que Goodwill a apporté à une meilleure valorisation de la RSE, chapeau, hein, vraiment. Moi, je fais mon mea culpa. Quand j'exerçais dans la banque, les immatériels, je savais que ça existait, on les regardait un peu, mais les mesurer comme vous le faites finement, bravo. Pour la définition, la basse technologie, ça me fait sursauter un petit peu, parce qu'il y a des technologies vertueuses. Il ne faudrait pas qu'il y ait une petite confusion. Je suis ravi de découvrir que le solaire direct voit une nouvelle application avec la boulangerie. Là. Il faut rappeler que les fours solaires font remue, ça remonte à 50 ans. Depuis là, qu'est-ce qu'on a pu faire en France dans ce domaine? Pas grand-chose, en dépit du CNRS et autres organismes. C'est un petit scandale. Dans le même esprit d'énergie propre, je voulais profiter de cette intervention. Si vous pouvez juste poser votre question, parce qu'il faut qu'on finisse. La question, pourquoi ne développe-t-on pas, par exemple, selon vous, plus rapidement les hydroliennes, les hydroliennes, on est la deuxième puissance maritime mondiale, on n'a pas progressé. Total Énergie va enfin mettre quelque chose dans la Seine. Quel retard, hein, mais voilà. On a beaucoup de retard et on a un énorme travail à faire d'acculturation, de conviction. C'est un petit peu le but de ce genre de réunion aujourd'hui. C'est d'expliquer effectivement qu'il n'y a pas une seule façon d'utiliser son intelligence. Vous pouvez avoir effectivement une intelligence qui sert à rajouter de la sophistication et de la technologie de partout. Et puis vous pouvez aussi avoir une intelligence soustractive qui est l'intelligence de l'ingéniosité. Et on n'est pas du tout habitué à ça. Donc il y a un gros boulot et un gros travail qui relève finalement de la psychologie. Voilà. Merci beaucoup.